Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, Monsieur Aziz Diallo, député maire de Dori. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, Monsieur Diallo. Et merci de venir répondre à nos questions. Monsieur Diallo, vous avez fait pour l'essentiel de vos études donc, au Canada. 1994, Collège français de Montréal en sciences humaines. 95-98, Université du Québec en gestion. 98-99, Institut supérieur d'informatique, toujours à Montréal, au Canada. Un peu plus tôt, auparavant, votre secondaire, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, si on peut le dire ainsi, parce que vous commencez au lycée Philippe Zenda Kaboré. Ensuite, on vous retrouve en Algérie. Alger, donc, vous obtenez donc l'équivalent de, si on peut l'appeler le BPC, avant donc d'aller au Canada. Alors, on a envie de comprendre déjà ce parcours, Monsieur Diallo. Expliquez-nous ce parcours qui n'est pas un parcours commun. Oui. Merci de me recevoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Effectivement, c'est un parcours... bon, ce qu'il faut noter, c'est que j'étais un enfant qui était dans les valises de ses parents. Le papa était diplomate, donc quand j'ai commencé, après la Révolution, j'ai poursuivi mes études ici au Burkina jusqu'aux années 87-88 où j'ai fait après avoir fait mon CEP et mon entrée en 6e à Ouaïbia, j'ai fait le lycée Philippe Zenda Kaboré. Puis par la suite, mon père était affecté comme ambassadeur en Chine. Donc je suis allé avec lui dans ses bagages. Et donc j'ai fait le lycée français de Pékin. Puis après, il y a eu la fameuse rupture avec le régime de la rectification qui est intervenu dans les années 89. Donc il est rentré avec la Chine populaire pour aller avec Taïwan. Non, c'était d'abord la rupture entre lui et le régime en place. Ah ok, avec le régime... avec le régime de Blaise Compaoré, du président Blaise Compaoré. Et donc, après cette rupture, quand on a quitté la Chine, il nous a installés, mes grandes sœurs et moi, à Alger pour poursuivre nos études. C'est à ce moment que lui, il est rentré et puis il a remis sa démission. Et donc, par la suite, il allait s'installer au Niger. Donc, après 2 années d'études en Algérie, nous sommes allés, avec mes grandes sœurs, nous sommes allés au Canada pour poursuivre nos études. Donc, voilà ce qui explique un peu... Est-ce que tout cela ne vous a pas un peu perturbé? Parce que quand on est jeune, quand on est enfant, on a besoin quand même d'un minimum de stabilité. Parce que de Pékin à Alger, en passant par Ouagadougou... Oui, ici quand même, on peut dire, parce que j'ai quand même suivi beaucoup. Quand vous allez dans ces pays, vous êtes obligé de vous adapter au système éducatif qu'il y a là-bas. Bon, nous avons eu la chance à Alger et en Chine d'avoir été dans des écoles françaises, des lycées français où le cursus était sensiblement le même. Mais effectivement, cela a occasionné quand même quelques retards. Point de vue des équivalences, et surtout quand nous sommes allés, par la suite quand nous sommes allés au Canada, qui est un système qui est complètement différent, là nous avons accusé un peu de retard, il fallait reprendre certains cours pour se mouler un peu dans le système éducatif canadien. Et là-bas vous faites sciences humaines? Parce que oui, je pense que c'était la première étape, disons, de votre formation. C'est la première étape, parce qu'ils ont le système éducatif canadien, vous avez ce qu'on appelle le cégep, le collège, que vous devez suivre avant d'aller à l'université. Donc j'étais inscrit au Collège français de Montréal et là j'ai pris l'option d'aller en sciences humaines. Donc mon collège, j'ai fait la formation en sciences humaines. C'était un choix personnel? C'est un choix personnel. Pourquoi les sciences humaines? Oh, c'est ce qui m'intéressait le plus à l'époque. Et quand je voyais les options qu'il y avait, bon, j'ai pas voulu aller dans une filière un peu trop technique, mais je me disais que d'aller vers les sciences humaines, ça correspondait plus à ce que j'avais comme aspiration à l'époque. Et après, vous poursuivez en gestion? Après, je m'inscris à l'université et je choisis de laisser un peu les sciences humaines et d'aller en gestion, gestion et informatique. Donc mon bac à l'Université du Québec à Montréal était sensiblement sur ces 2 volets-là. Je faisais les sciences humaines, la gestion et l'informatique. On dirait que vous étiez un peu indécis à cette époque, M. Diallo, si je ne se trompe pas. Bon, pas trop indécis, mais c'est ce qui correspondait le plus à ce que j'avais comme aspiration. J'aimais beaucoup l'informatique, mais je ne m'imaginais pas aller poursuivre dans des études purement en informatique. Parce que si je n'avais pas été en gestion,
j'aurais fait que de l'informatique. Je voulais quand même garder une certaine polyvalence et ne pas être forgé uniquement sur les sciences de l'informatique. Et donc ce qui me permettait à l'époque de poursuivre autant en informatique qu'en gestion, c'était ce programme auquel je me suis inscrit à l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai pu pendant ces 3 années à l'UQAM poursuivre les études autant en gestion qu'en informatique. 99-2000, vous entrez à Hewlett-Packard, qui est quand même une grande firme, oui. Toujours à Montréal. Oui, tout de suite avant, quand j'ai fini mes études universitaires, je me suis inscrit à l'Institut supérieur d'informatique de Montréal, où j'ai fait une spécialisation en 1 an. Et c'est étant à l'Institut supérieur d'informatique que j'ai eu l'opportunité d'aller faire des tests au niveau de Hewlett-Packard et poursuivre aussi mes certifications. Donc je suis allé à Hewlett-Packard pour travailler en tant qu'informaticien, mais aussi poursuivre des certifications dans le domaine de l'informatique. Ainsi que j'ai eu à faire 2 certifications dans l'année que j'ai fait à Hewlett-Packard. C'était un motif de fierté de pouvoir intégrer cette firme quand même qui est une firme de référence. Oui, c'est un motif de fierté. Je vous imaginez le jeune étudiant que j'étais et qui a l'opportunité de travailler à Hewlett-Packard, surtout que les choses n'étaient pas... Avoir le poste là-bas n'a pas été une chose aisée. Et, oui, j'étais très fier, mais pour moi, c'était surtout l'opportunité de poursuivre parce que j'ai toujours été un fanatique de l'informatique. Et donc, pour moi, c'était une référence, Hewlett-Packard à l'époque. Administrateur des réseaux informatiques, gestionnaire de projets, le droit humanitaire dans un contexte de guerre civile. Voilà autant de casquettes donc, que vous portez. En 2000, vous faites votre entrée dans le système des Nations Unies. Voilà. Gestionnaire de programme jusqu'en 2015, Sierra Leone, Afghanistan, Libéria. Déjà, comment vous êtes entré dans le système des Nations Unies? Est-ce que être le fils d'eux, votre père était également dans le système des Nations Unies? Oui, il était dans le système, mais ce qu'il faut dire, c'est que je suis entré dans le système en tant que volontaire. Je ne suis pas rentré en tant que fonctionnaire du système des Nations Unies, et on peut dire qu'en ce qui concerne les volontaires, la procédure, quand même, pour y accéder à l'époque, n'était pas si difficile que cela. Mais au moment où j'ai eu l'opportunité d'aller comme volontaire en Sierra Leone en 2000, j'étais déjà à Hewlett-Packard. Donc c'était... Pour moi, je n'étais pas dans une situation où il fallait désespérément chercher quelque chose à faire. Mais depuis mes études au Canada, j'avais toujours eu l'envie de quitter. Je suis allé là-bas essentiellement pour mes études. Je ne me suis jamais imaginé m'installer là-bas. Et pour moi, l'opportunité d'aller travailler dans le système des Nations Unies, c'était une opportunité pour moi de me rapprocher davantage de mon pays et surtout essayer d'embrasser une carrière à l'international. C'est pour ça que, étant à Hewlett-Packard, quand j'ai eu l'opportunité d'aller comme volontaire, les conditions n'étaient bien sûr pas les mêmes. En Sierra Leone, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de quitter. Et quel était exactement votre rôle à cette époque-là, donc, quand vous débarquez en Sierra Leone? Oui, je suis arrivé en tant que volontaire. Je suis arrivé initialement en tant qu'informaticien. Donc, vous savez, quand je suis arrivé, j'étais dans le département des opérations de maintien de la paix. C'est essentiellement là que j'ai fait ma carrière dans le système. Et donc, j'étais dans le département informatique en Sierra Leone. Donc, c'est un service technique qui s'occupait un peu des installations informatiques qu'il y avait pour tous les bureaux du système à l'époque. Et donc, bon, c'était une nouvelle expérience pour moi. J'avais fait mes études au Canada et là, je me trouve en Sierra Leone, dans une situation post-crise. Je me rappelle qu'au début, quand je disais que j'allais en Sierra Leone, on me disait « mais tu es fou, quoi. Qu'est-ce que tu vas aller chercher en Sierra Leone ?» Mais j'avais envie d'aller découvrir, d'aller apprendre. C'était un pays en guerre? C'est un pays en guerre, c'est un pays qui sortait de la guerre. En 2000, la guerre était fraîchement finie, pour ne pas dire qu'il en restait encore des séquelles. Puis il en restait des séquelles encore longtemps, mais c'était une belle expérience. Parce que vous savez, quand vous êtes dans ces situations pareilles, vous apprenez beaucoup plus et beaucoup plus vite que si vous êtes dans un pays normal, dans un contexte normal, entre guillemets. Est-ce que être le fils de Arba Diallo dans le système des Nations Unies, ça a été quelque chose? Est-ce que ça a été une belle carte de visite, disons? Bon, vous savez, le système des Nations Unies est très vaste.
Et mon père n'était pas forcément connu tout à travers le système. Il était plus dans le département de l'environnement où il avait beaucoup de personnes qui le connaissaient. J'ai dit effectivement, j'ai quand même rencontré des personnes qui le connaissaient. Il y en a qui, surtout par la suite, pas vraiment en Sierra Leone, parce que lui n'avait pas fait le département des opérations de maintien de la paix. Donc le personnel que vous voyez là-bas, c'est pas forcément du personnel qui connaîtrait mon père ou autre chose. Donc j'en ai pas connu beaucoup. Mais c'est au fur et à mesure que je progressais dans le système que j'ai eu à connaître des personnes qui l'avaient côtoyé, qui avaient travaillé avec lui. En tout cas, ça vous mène loin, jusqu'en Afghanistan, le Libéria ensuite. On ne va pas revenir sur tout cela, mais l'image quand même des Nations Unies aujourd'hui dans le monde, je veux parler d'une manière générale des missions des Nations Unies, c'est quand même pas aujourd'hui une image reluisante parce que c'est une institution qui semble sans solution. Partout où les missions sont déployées, on a l'impression que c'est des guerres sans fin. On le voit, on l'a vu en Afghanistan, on les voit plus proche de nous au Mali, on le voit en RDC où même les autorités à un certain moment réclamaient la fin même de cette mission. Quelle est la réaction que vous avez déjà face à cela, face à ces récriminations, à la lumière de l'expérience que vous avez? Oh, c'est des récriminations qui peuvent être fondées, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les Nations Unies ne viennent pas dans un pays pour apporter la paix. Quand vous regardez les exemples, que ce soit la Sierra Leone, le Libéria, c'est des missions qui étaient envoyées à la suite d'accords de paix qui étaient signés entre les belligérants. Mais les Nations Unies ne peuvent pas eux-mêmes venir imposer la paix dans un pays. Ils peuvent accompagner un processus normal, un processus honnête, pour cheminer vers la paix, mais à eux seuls, ils ne peuvent pas venir créer les conditions d'une paix dans un pays. Donc je peux bien comprendre certains pays qui voient que les missions sont venues pendant des années et puis qui ne voient pas beaucoup de résultats. Mais si la volonté politique des acteurs, les premiers acteurs restent les acteurs nationaux. Si la volonté politique n'y est pas, les Nations Unies ne seront là que pour constater et ne pourront pas faire autre chose. Mais c'est vrai que c'est un mécanisme qui est aussi assez lourd. Quand vous êtes dans les opérations de maintien de la paix, vous pouvez que constater, faire des rapports et envoyer au siège, et ces rapports sont évoqués en Conseil de sécurité et ainsi de suite, mais il n'y a pas vraiment de force appliquée. Parce que ce qui donne l'impression que c'est des missions qui ne profitent qu'aux agents qui y travaillent. Bon, ça coûte cher, on ne voit pas de résultats. Bon, il y a quand même quand vous voyez les opérations de maintien de la paix, ils touchent à beaucoup d'aspects de la vie d'un pays. Il ne faut pas seulement regarder les armes, les belligérants qui se tirent dessus. Il y a beaucoup d'aspects. Vous voyez, il y a beaucoup de départements dans ces missions-là. Il y a des départements qui s'occupent des droits humains, des affaires civiles, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de paramètres qui sont quand même importants dans une logique de reconstruction d'un pays. Donc, ces institutions-là reçoivent quand même beaucoup d'aide. Les Nations Unies travaillent à les aider à se reconstituer, à jouer le rôle qui pourrait être le leur. Bien évidemment, quand le conflit armé persiste, on ne voit rien de ce qui est fait à côté. Mais ça, c'est les limites. Effectivement, il y a des limites au niveau du système. Oui, les limites objectives, on le voit déjà au Mali, avec une mission déployée. Depuis longtemps, les pays réclament quand même qu'on muscle davantage cette mission. La placer donc sous chapitre 7, ce qui n'est pas fait. On le voit en République démocratique du Congo, où à une certaine époque, les populations même riveraines de ces bases, les bases des Nations Unies réclamaient leur départ, parce que bon, on a l'impression que c'est des missions qui observent, mais qui n'interviennent pas vraiment pour changer la donne sur le terrain. Oui, mais vous savez, moi je mets beaucoup de ces critiques sur le compte de l'hypocrisie. Parce que les Nations Unies ne vont pas s'imposer et imposer quoi que ce soit à un pays. Les pays sont quand même souverains. Et si les Nations Unies sont installées dans ce pays sous ces chapitres, c'est qu'il y a eu l'accord du pays hôte. Donc effectivement, les populations réagissent et se posent des questions et se disent que c'est inutile. On a vu dans plusieurs cas. Il y a même eu beaucoup de cas, notamment au Tchad, en Centrafrique, on a estimé qu'il y a même eu des manifestations pour demander le départ des troupes. Mais est-ce que vous avez vu le président d'un pays demander le départ des Nations Unies et que les Nations Unies ont refusé de partir? Ça ne s'est jamais fait. Donc il faut quand même prendre les choses avec un peu de recul. Quelque part, vous avez beaucoup qui se trouvent dans des situations où la présence des Nations Unies profite à leur système. La sécurité qu'ils apportent au niveau de certaines de ces institutions, personne d'autre ne pourrait la leur apporter.
Donc c'est quand même... Il faut vraiment prendre les choses avec un peu de recul. Il y a nécessité de revoir... C'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes parce que c'est des pays, je veux dire, effectivement, le Mali, depuis longtemps que les gens demandent que la mission soit placée sous chapitre 7. Mais ils le disent dans les médias et ainsi de suite. Mais quand ils vont au Conseil de sécurité, est-ce qu'ils tiennent le même langage? Et bon, aussi, c'est qu'il faut avoir l'honnêteté aussi de reconnaître que le système fonctionne un peu de manière quand même assez arbitraire. Parce que vous avez des pays, c'est les grandes puissances qui ont le droit de vote, qui décident. Bon, elles décident parce que c'est elles qui financent. Le problème c'est ça. C'est que parmi ceux qui ne décident pas, là, vous avez beaucoup qui ont même des peines à payer leurs cotisations. Donc, vous pouvez pas, si vous voulez avoir voix au chapitre, il faut quand même être en règle. Mais surtout, il faut vous affirmer. Il faut vous affirmer. Si nos instances continentales arrivent avec une même voix aux Nations Unies, je vois mal un autre pays s'opposer à cela, aussi grande puissance qu'elle puisse l'être. Mais on n'arrive pas à faire bloc. Vous avez vu les débats qu'il y a eu par rapport au siège au niveau du Conseil de sécurité. Tout ce à quoi on a pu assister, c'est des querelles entre pays africains. Chacun voulait tirer la couverture de son côté. Il y a le Nigeria qui voulait avoir le poste, l'Afrique du Sud voulait avoir le poste, l'Algérie, et ainsi de suite. C'est que nous-mêmes, on n'arrive pas à s'entendre pour parler d'une voix. Donc, c'est ce qui ne donne pas l'image. On n'est pas entendu. En 2014, vous démissionnez de votre poste pour revenir donc au pays. Est-ce qu'on peut savoir déjà pourquoi et pourquoi faire? Bon, en septembre-octobre 2014, j'étais en congé au moment du décès de mon père. Oui, le décès de Feu Alba Diallo. Voilà. Donc, après son décès, j'estimais que je ne pouvais pas repartir dans le système. Déjà, premièrement pour la famille. Je dis qu'étant le premier fils, j'ai quand même une responsabilité et ce serait peut-être un peu trop facile pour moi d'aller repartir dans le système. Donc d'abord, initialement, j'ai pris un congé sans solde qui m'a mené jusqu'au début d'année début d'année 2015. Donc j'étais un peu dans la réflexion. Puis finalement, en janvier, j'ai décidé que je ne pouvais pas repartir. Donc je suis allé rendre ma démission pour rentrer. Est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Parce que bon, c'est bien beau de rentrer, mais c'est encore mieux de savoir ce qu'on rentre pour faire. Parce que ça aussi, quand même, ça peut rester une équation. Oui, ça peut rester une équation. Mais ma motivation première, c'était la famille. Je sentais que la famille avait besoin que je reste à côté. Mais deuxièmement aussi, quand je regardais tous les efforts, tous les sacrifices que le papa avait consentis, surtout au niveau de la commune de Dori, je me suis posé la question de savoir est-ce que moi aussi je ne pourrais pas apporter ma contribution. Surtout cette obligation je me suis de reprendre le flambeau. Pas de reprendre le flambeau, mais de rester et de contribuer. Je ne me suis pas auto-désigné comme maire ou député après son décès, mais je me dis que c'était le moment de rentrer et de voir comment est-ce que je pouvais contribuer, surtout à pérenniser ce qu'il avait eu à mener comme action. Parce qu'on a tous vu comment il a tout sacrifié. Il a sacrifié sa santé, il a sacrifié la famille et tout pour le pays et pour sa commune. Et donc, depuis ma mort, pour moi, je ne pouvais pas tourner mon dos à tout cela et aller m'asseoir dans mon confort des Nations Unies. La chose politique, est-ce qu'à cette époque-là, déjà, vous vous y voyez, disons? Bon, est-ce que vous avez des ambitions ou des projets politiques? À cette époque, je n'avais pas d'ambition politique. Mais je m'y étais un peu frotté parce que, bon, je l'ai quand même un peu accompagné dans son parcours politique. Ma première expérience, c'était les législatives de 92. Et depuis lors, je suis quand même resté un peu dans les instances au niveau de la région, au niveau de la province, surtout au niveau de la commune. Donc, j'ai fait toutes les campagnes électorales qu'il a faites depuis 92. Donc, je n'étais pas complètement étranger à ce système. Et je me suis dit que c'est tout cela qui fait que je me suis dit que je pourrais apporter ma contribution aussi. En tout cas, après le décès de votre papa, celui-là même qui a brandi le fameux carton rouge contre le régime Compaoré, on s'en souvient, vous reprenez le flambeau au sein du PDS, le Parti pour la démocratie et le socialisme. Est-ce que vous n'avez pas redouté à cette époque qu'on parle de dévolution dynastique? Bon,
ceux qui parlent de dévolution, bon, ceux qui parlent de dévolution dynastique, il faudrait qu'ils prennent le temps de bien comprendre comment les choses se sont passées. Et jusqu'à son décès, je n'ai occupé aucun poste, aucune responsabilité quelque part. Je n'étais même pas membre du bureau du parti ou quoi que ce soit. Il a toujours préféré garder en retraite parce qu'il a toujours su faire la part des choses qui concernent la famille et la politique. Donc, à aucun moment donné, tous les différents congrès qu'il y a eu au niveau du parti, à aucun moment donné, on m'a invité à venir intégrer quoi que ce soit comme instance du parti. Donc, et même après son décès, celui qui était au niveau de la mairie de Dori, celui qui était son premier adjoint a été installé comme maire. Donc, jusqu'à cette époque, à la prairie, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est par la suite, quand il y a eu la transition avec les délégations spéciales et ainsi de suite, qu'avec les camarades du parti au niveau de la commune, au niveau de la région et aussi au niveau national, a estimé que j'avais un rôle à jouer et qu'il était important que je le fasse. Donc, ce n'était pas quelque chose de programmé ou quoi que ce soit. Et je ne pense pas que j'ai été préparé par qui que ce soit pour succéder directement à mon père après son décès. Son décès a surpris tout le monde, on ne s'y attendait pas, bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas eu, je ne pense pas que cela rentre dans ce qu'on pourrait considérer comme une dévolution. Les règles démocratiques ont été respectées? Elles ont été respectées. J'ai battu campagne, initialement en 2015. J'ai fait toute la province du Sénou, toutes les communes et tous les villages de ma commune. J'ai battu campagne, il y avait beaucoup d'adversaires. Personne n'a voulu me donner le siège de député ou la mairie sur un plateau d'argent parce que j'étais le fils de telle personne ou telle personne. Il a fallu aller conquérir. Il a fallu aller en tout cas, 2015, les élections, vous passez finalement haut la main, député pour le compte du Sénat, maire de la commune de Dori. Finalement, aujourd'hui, au-delà donc de cet héritage politique que peut-être beaucoup voient, quel est le fondement de votre engagement politique? Est-ce que vous avez des ambitions, par exemple, au-delà du Sénat, au-delà de Dori? Mes ambitions aujourd'hui se limitent à la commune de Dori, au poste que j'occupe. J'estime que j'ai déjà les mains assez pleines, et surtout avec les défis que nous avons sous la main, qu'on n'avait pas envisagé en 2015. Voilà, je pense que c'est déjà assez pour me préoccuper. J'ai même des nuits blanches déjà avec ces deux postes. Donc pour l'instant, je me limite à ça. Mais au-delà de cela, je suis un Burkinabé, je suis un citoyen qui adore ce pays, je suis un patriote et voilà, tout ce que cela aura comme conséquence. Si on appelle M. Ahmed Aziz Diallo et qu'on vous propose un poste, par exemple, dans le gouvernement, ou en tout cas toute autre responsabilité, vous n'êtes pas hostile à cela? Bon, je ne suis pas hostile à cela, mais c'est des choses qu'il va falloir voir au moment venu. Il va falloir peser, parce qu'on est en train de faire beaucoup de choses au niveau de la commune de Dori. J'apprécie beaucoup le travail que nous sommes en train de faire, malgré toutes les difficultés auxquelles nous faisons face. Et pour l'instant, moi, je me suffis de ce que j'ai entre les mains. Et je ne fais pas de fixation sur un poste quelconque dans notre administration. En tout cas, vous faites partie aujourd'hui de la majorité présidentielle. Je vais parler donc du PDS, votre parti. Un mariage qui se poursuit après la réélection du président Kaboré pour donc son second mandat. Est-ce là le signe de votre satisfaction du bilan du président à ce jour? Oui, nous avons les instances du parti. Notre congrès a décidé en 2015 que nous allons soutenir la candidature du candidat à l'époque, Roch Christian Kaboré. Nous avons battu campagne pour lui et par la suite, à la veille des élections de 2020, les instances du parti ont décidé, nous avons tenu nos instances et nous avons jugé qu'il était opportun de continuer à le poursuivre parce qu'on était fiers quand même de ce qu'il y a eu comme acquis durant le premier mandat. Bien sûr, même le régime est le premier à reconnaître qu'il y avait des insuffisances, mais de manière globale, on pouvait tirer satisfaction de la situation et surtout des perspectives qui s'annonçaient. On a vu quand même certaines de vos interviews et souvent certaines de vos sorties qui ressemblaient souvent à des coups de gueule. Portés quand même contre la gouvernance, contre la manière en fait de gérer les choses, notamment sur les questions sécuritaires. Oui, moi je pense que étant de la majorité ne veut pas dire qu'on ne doit pas se dire la vérité.
il faut quand même que nous ayons ce langage franc et honnête, parce qu'au-dessus de toute appartenance politique, il y a le pays, il y a la nation. Et à chaque fois que je sentirai que il y a des positions à prendre, des positions à défendre sur des questions d'intérêt national, je me sens obligé de le faire. Je ne renie pas pour autant mon appartenance à la majorité, mais quand nous avons rejoint la majorité, nous n'avons jamais dit qu'on venait et que c'est des bénis oui-oui qui venaient et puis qu'on allait se taire et ne pas critiquer. On apprécie quand les choses se passent bien et quand ça se passe moins bien, c'est de notre rôle aussi. Et c'est aussi ça la démocratie. Il faut pouvoir s'exprimer et attirer l'attention sur ce qu'on constate comme insuffisance. Est-ce que vous arrivez à exister dans cette majorité? Parce qu'on a quand même une majorité aujourd'hui qui est très large, près d'une centaine de partis politiques. Est-ce que finalement vous arrivez à faire entendre votre voix, la voix du PDS aujourd'hui? Oui, le PDS, au sein de la majorité. Le PDS participe aux instances de la PMP. Donc le président de notre parti, M. Ibrahima Koné, participe à toutes ces rencontres et ils tiennent des discussions, des échanges sur les questions d'intérêt national. Bon, moi je ne participe pas aux réunions de la PMP, mais moi je participe à l'Assemblée. Donc nous avons des débats en tant que majorité présidentielle sur certaines questions, mais nous avons tous gardé aussi notre liberté d'opinion sur les questions dont je parlais tout à l'heure. Parlant du président Kaboré, le directeur de publication du doyen des quotidiens burkinabé, l'Observateur Palga, je vais parler bien sûr de Edouard Ouedraogo, avait dans une interview estimé que le président Kaboré est un héros tragique. Je reprends donc son expression, un héros, mais je caricature peut-être qui n'a pas la bonne étoile, disons, qui est arrivé à un moment où voilà, il y a l'engrenage et tout ça. Est-ce que vous partagez cette lecture des choses? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire héros tragique. On peut quelque part ne pas l'envier quand vous regardez le contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir. C'est la faute à pas de chance. C'est la faute à pas de chance, mais c'est la faute aussi, il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes au milieu d'une zone qui est une zone de forte turbulence et à se demander, depuis que les crises ont commencé dans les pays voisins, est-ce que nous avons pris les mesures nécessaires pour nous en prémunir? Est-ce que pendant que la case du voisin brûlait, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons estimé qu'on était intouchable et que rien ne pouvait nous arriver? Donc, quelque part, il hérite de tout ce système-là. Et ce système, il n'y a pas de mal à le dire, c'est un système quand même qui a eu à jouer un rôle que moi je considère comme néfaste au niveau de la politique, au niveau de la sous-région. Et donc, quand vous rentrez dans ce genre de jeu, tôt ou tard, ça va éclater. Et malheureusement, ça éclate dans ses mains, parce qu'aussi la politique sous-régionale, le contexte sous-régional aussi n'a pas été à sa faveur. Donc on peut le plaindre, parce qu'il est venu au pouvoir avec beaucoup d'ambition. Et bon, maintenant il a fallu tout revoir à cause de la question sécuritaire. Et c'est sûr qu'il n'a pas pu réaliser tout ce qu'il avait envie de réaliser pour ce pays. Mais l'opposition estime que c'est avant tout son échec, cette insécurité. On l'entend dans les prises de parole de l'opposition qui estime aujourd'hui que c'est son échec personnel. Bon, moi je ne considère pas que cette insécurité soit son échec personnel. Mais ce qu'on peut se demander, c'est que face à cette insécurité, est-ce que nous avons pris les mesures qu'on aurait dû prendre, qu'on aurait pu prendre pour atténuer l'impact de cette insécurité? C'est là que bon, les avis divergent, mais je n'irai pas à dire que c'est lui qui est responsable de cette insécurité. Monsieur Diallo, on va évoquer des questions d'actualité. L'actualité dominée cette semaine, bien sûr, par la crise, disons, dans le processus de mise en place du nouveau bureau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Deuxième report plutôt, donc, de la mise en place de ce bureau. L'opposition qui récuse le commissaire, un des commissaires de la société civile, le Saonaba. Quelle est la lecture que vous avez déjà parce qu'au niveau du Matédé, on estime que ce n'est pas à l'opposition de récuser un commissaire désigné par la société civile. Quelle est la lecture que vous faites de ce bras de fer? Bon, on est dans un débat entre légalité et légitimité. Donc, certains estiment que la chefferie coutumière est dans ses droits de désigner
le Sao-Naba comme représentant de la chefferie coutumière. Et l'opposition ne voit pas cela d'un bon œil pour ce qui est aperçu comme un engagement politique de l'individu concerné. Mais c'est que le Sao-Naba est un militant du MPP, du parti au pouvoir, qui a participé à des meetings. C'est ce qui lui vaut donc, en tout cas, la réprobation de l'opposition. Oui, bon, l'opposition est dans son rôle. Mais ce qu'il est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, je pense que les uns et les autres doivent s'asseoir et discuter pour trouver une solution à cela. Je n'ai pas de formule, je n'ai pas l'intention de dire qui a raison ou qui a tort, mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir une instabilité au sein d'une commission électorale qui est une des commissions les plus sensibles on dans a notre démocratie. qu'on fonce tout droit vers cette crise. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas la solution. L'opposition dit qu'elle ne siégera pas. En tout cas, ces commissaires ne siégeront pas tant que le Sao-Naba sera toujours commissaire à leur côté pour le compte de la société civile. Oui, il faut espérer qu'il y ait du dialogue entre ces différentes parties pour qu'ils arrivent à trouver un consensus. Il faut l'espérer, et dans le passé c'est arrivé. Je suis sûr que cette fois-ci encore, les uns et les autres mettront un peu d'eau dans leur verre pour qu'ils s'asseyent et qu'ils trouvent une solution à cela. Et dans le même temps, on voit l'opposition non affiliée également à travers une conférence de presse qui estime que les commissaires désignés pour représenter l'opposition ne sont pas à leurs yeux, en tout cas légitimes, parce que l'ONA estime aujourd'hui qu'elle est la troisième composante dont on devrait tenir compte dans ces instances et même dans le dialogue politique. Bon, le débat avait déjà eu lieu lors de la création de l'ONA, mais à ce que je sache, le gouvernement s'en est tenu au texte. Et les textes de notre parti sont assez clairs là-dessus. Je ne veux pas retirer la raison de vivre à l'ONA, mais c'est important que les gens s'alignent sur les textes sur lesquels nous avons, parce que quelque part c'est le fondement. Si on se permet des déviations par rapport aux dispositions légales, c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Donc je préfère que le débat se mène à ce niveau, au niveau constitutionnel, qu'est-ce que les textes prévoient, et que tout le monde s'aligne sur les textes, sur ce que le législateur a décidé. Est-ce que vous partagez l'avis de certains analystes qui estiment que c'est peut-être l'occasion d'en finir avec la CENI sous sa forme actuelle, qui a été l'aboutissement bien sûr d'un dialogue dans une période de crise, qui a abouti donc à cette composition tripartite, opposition, majorité, société civile, mais qui porte également des germes de crise, parce qu'on l'a vu lors des dernières élections avec les commissaires de l'opposition qui ont déjà joué la chaise politique de la chaise vide, estimant déjà que, obéissant bien sûr aux injonctions des partis politiques de l'opposition à l'époque, ce qui fait dire que cette menace, cette épée de Damoclès-là est permanente tant qu'on gardera la CENI sous cette forme. Est-ce que ce n'est pas l'occasion peut-être de revoir également le format de la CENI? Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas revoir le format de la CENI, mais s'il doit y avoir une révision de ce format, ça ne peut pas se faire dans ce contexte-là. Ça peut très bien s'inscrire dans le cadre des réformes institutionnelles qui sont nécessaires dans notre pays, mais ce n'est pas au moment où on est en train d'installer un bureau de la CENI qu'il faut amener ce débat sur la table, parce qu'on a quand même un calendrier électoral qui est assez bien clair. Nous avons les élections municipales qui devaient avoir lieu cette année, qui ont été reportées à l'année prochaine. Donc si jamais on veut aujourd'hui rentrer dans un processus de relecture des textes de la CENI, ça m'étonnerait qu'on puisse respecter les échéances que nous avons. Donc c'est des débats qui peuvent avoir lieu au niveau du dialogue politique. Les uns et les autres peuvent se retrouver, et ces recommandations-là peuvent être vues à ce niveau, et les décisions les meilleures pourront être prises. Mais je ne pense pas que ce soit dans le cadre du renouvellement du bureau qu'on va remettre aujourd'hui en cause tout le système de fonctionnement de la CENI. Je pense que ce n'est pas opportun. Je ne sais pas ce processus, mais manifestement, il y a un blocage. Il y a un blocage, je le conçois, mais ce blocage ne peut pas être résolu dans le cadre d'une réforme de la CENI présentement. C'est mon point de vue. Pour l'instant, il faut trouver
parce que ce blocage n'a pas empêché la CENI de travailler ces dernières années. Effectivement, il y a eu toujours... Mais c'est quoi qu'il y a entre les positions de l'opposition? C'est normal dans toutes les démocraties. Je ne vois pas ce pays où il n'y a pas eu ce genre de divergence, surtout les pays qui fonctionnent avec une CENI comme celle que nous avons. Donc je suis d'accord qu'il y a l'opportunité de faire des réformes au niveau de la CENI, mais le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec les échéances que nous avons, ne se prête pas à une révision du format de la CENI. Maintenant, c'est vraiment que les uns et les autres doivent se retrouver pour essayer de trouver un consensus pour le renouvellement du bureau, de manière à nous permettre de respecter les échéances que nous avons. Vous avez dit se retrouver, mais on a l'impression aujourd'hui que ça, c'est quand même un serpent de mer, parce qu'aujourd'hui, il y a manifestement une crise de confiance entre l'opposition et la majorité. On a vu après le dernier dialogue politique, l'opposition qui, en tout cas, qui s'est retirée du dialogue politique, organiser des marches, avant donc de projeter éventuellement son retour à certaines conditions. On voit la crise avec le processus de la CENI, opposition et majorité se parlent par conférence de presse interposée, avec des propos quand même qui sont de plus en plus virulents. On a l'impression qu'aujourd'hui, le dialogue politique est mort. C'est l'impression en tout cas qu'on a. Bon, je ne dirais pas qu'il est mort, mais il traverse une zone de turbulence. Et chacun est dans son rôle. Vous savez, nous, on a été dans l'opposition pendant le régime de Blaise Compaoré. Vous avez parlé du fameux carton rouge tout à l'heure. Ce sont des faits qui sont normaux dans notre démocratie. Que l'opposition ait la majorité, qu'il y ait ces désagréments, et ainsi de suite. Mais on a toujours trouvé la force pour se retrouver autour d'un minimum de consensus pour pouvoir avancer. Et surtout dans le contexte dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Donc les points de vue de l'opposition. Bon, je peux comprendre que les récriminations qu'ils apportent... Est-ce que vous les partagez? Non, je ne les partage pas. Je ne partage pas ces points de vue. Je ne les partage pas. Mais ils sont dans leur droit. L'opposition est dans son droit d'apporter ces récriminations. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des craintes d'une crise politique? Il faut, bien sûr, quand on voit ces positions et quand on voit le fait que l'opposition décide de ne plus participer au dialogue politique, on peut avoir des craintes. Mais je pense que chacun saura quand même que dans le contexte dans lequel nous sommes, il faut savoir raison garder, il faut savoir apprécier le peu qui nous reste pour ne pas déjà apporter plus de déstabilisation au niveau de nos institutions, ce qui ne serait pas en ligne droite avec ce que le pays peut avoir légitimement comme ambition maintenant. La réconciliation nationale, un processus lancé également depuis, en tout cas c'est l'une des grandes priorités du second mandat du président, qui avait promis déjà des signaux forts dès les 6 premiers mois de ce second mandat. Aujourd'hui, les 6 mois sont passés et puis on a l'impression quand même que cet engagement ne sera pas tenu. Et quand on regarde le processus, certains estiment aujourd'hui qu'il est en train de se complexifier et de s'éterniser. Est-ce que c'est votre avis? Bon, vous savez, il y a quand même eu des signaux qui ont été posés dans le cadre de la réconciliation. Déjà, il y a la nomination du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale et il y a quand même eu des cadres qui ont été organisés dans les communes, dans les provinces et les régions pour discuter de la réconciliation nationale. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se précipiter pour aller dans le cadre de la réconciliation. Parce qu'il faut se dire aussi qu'on voit les différents points de vue. On se demande si tout le monde voit cette affaire de réconciliation nationale de la même manière. D'aucuns pensent que c'est l'occasion de passer à perte et profit tout ce qu'il y a eu comme crime dans notre pays au profit d'une certaine réconciliation nationale. C'est un point de vue que je ne partage pas. Et il y a beaucoup de divergences à ce niveau. Donc il faut se dire qu'on vient de loin et que ce n'est pas quelque chose en 6 mois ou en 1 an qui pourra être réglé. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même mettre des priorités? Aujourd'hui, certains, par exemple, pensent qu'on gagnerait dans ce processus de réconciliation à apaiser déjà le climat politique en faisant en sorte que, par exemple, les exilés puissent revenir au pays. Ça pourrait déjà calmer les tensions. Bon, à ce que je sache, il n'a pas été interdit à un exilé quelconque de revenir. Mais la position du gouvernement a été claire. Tout le monde, tous ceux qui veulent peuvent revenir, mais ceux qui ont des dossiers en justice vont devoir aller répondre. Et ça, cette position... La justice classique? La forme de la justice, ça je ne prononce pas là-dessus.
Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne doit bénéficier d'une impunité sur le chapitre de la réconciliation nationale. Ça, c'est important à le faire. Parce on a vu le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça a été quand même l'aboutissement également d'un processus avec un président en exercice qui a consenti, qui a fait un effort politique, si on peut le dire ainsi. Sinon, il était condamné en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas en prison. Oui, il n'est pas en prison. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les situations ne sont pas les mêmes. On ne doit pas regarder ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et dire qu'on doit faire la même chose aussi dans notre pays. Les contextes ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il appartient au Burkinabé de décider de la forme de réconciliation qu'ils veulent. Moi, j'ai partagé mon point de vue. Je ne pense pas qu'on doit accorder une impunité vraiment en chèque blanc à tous ceux qui vont vouloir revenir. Et je pense quand même que c'est important de faire un peu, de revoir tout ce passif qu'il y a dans notre pays pour éviter que cela ne devienne encore une source de conflit plus tard. Parce qu'il faut se dire la vérité, il y a quand même eu beaucoup de morts dans ce pays. Il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été créés par ces différentes crises-là. Et si certains ont été désignés comme responsables, il est tout à fait normal, même si on parle de corruption, il est tout à fait normal que ces personnes aillent répondre devant la justice. Sinon, autant ouvrir toutes les portes de toutes les prisons dans notre pays, c'est la réconciliation et tout va à volo. Non, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On veut bien que ceux qui n'ont pas de dossier à se reprocher qu'ils puissent revenir, personne ne les a empêchés de revenir à ce que je sache, mais ceux qui doivent répondre pour des faits qui sont quand même assez importants, il doit passer voir le juge. Monsieur Diallo. Et ce n'est pas contraire à l'esprit de la réconciliation. On parle de vérité, justice et réconciliation. Bon, il faut que les gens disent la vérité. Et si on estime que ce que vous avez fait, ce dont vous êtes tenu pour responsable, doit vous amener devant le juge, mais le juge fait partie de l'échiquier institutionnel de notre pays, il faut aller répondre. Monsieur Diallo, lutte contre l'insécurité, voici quand même une question aujourd'hui qui trouble le sommeil de tous les Burkinabés, la question sécuritaire. D'abord, vous êtes le maire d'une commune, la commune de Dori, qui est bien sûr en plein cœur de cette zone fortement touchée par l'insécurité. Comment on se sent déjà en tant que maire de cette commune quand on ne peut plus aller au-delà des limites pratiquement de la ville de Dori? Comment vous le vivez? C'est très difficile. C'est très difficile. C'est même plus difficile qu'on ne peut l'exprimer. Chaque jour que Dieu fait, nous avons des informations, nous voyons des gens qui ont fui leur habitat naturel, qui ont fui leur cadre de vie pour protéger leur vie. Parfois avec femmes et enfants, parfois avec ou sans bagage. C'est une situation qui est très difficile à vivre. En tant que maire, vous avez un champ d'action qui est beaucoup plus rétréci. La commune de Dori a 78 villages. Et si je dois compter le nombre de villages où on peut se permettre aujourd'hui de se lever et aller travailler comme si de rien n'était, c'est infime par rapport à toutes ces populations. Et pourtant, ces populations, pour beaucoup, elles sont dans ces endroits, elles sont dans ces villages, et elles attendent des réponses. Vous n'allez pas les abandonner parce que vous estimez que votre sécurité est en jeu si vous allez là-bas. Donc vous devez toujours essayer de trouver les formes pour pouvoir quand même les conforter dans leur décision de rester chez eux là-bas, pour ne pas rajouter au grand nombre de déplacés que nous avons déjà dans notre pays. Selon vous, monsieur le maire de Dori, qu'est-ce que les terroristes veulent? Selon vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a un idéal derrière leur action? Parce que ça aussi, c'est une question à laquelle on a souvent du mal à trouver réponse. Si j'avais la réponse à cette question, j'allais aller taper à la porte du président du Faso pour lui dire voilà ce qu'ils veulent et ça va nous permettre de trouver des solutions. Mais je pense que même à ce niveau-là, personne ne sait ce qu'ils veulent parce qu'à ce que je sache, il n'y a jamais eu de revendication quelconque. Mais ce qu'il faut se dire aussi, une bonne partie de ceux qui nous perturbent notre sommeil aujourd'hui dans notre pays, ce sont des bandits. Ce sont des bandits et des voyous, ce ne sont pas des gens qui répondent d'une certaine idéologie ou qui ont une ambition idéologique quelconque. Moi, je dirais que sur 10 attaques que nous répertorions dans notre zone là-bas, 8 à 9, c'est des faits de grand banditisme.
C'est des gens qui profitent de la situation, de l'insécurité actuelle pour mener les activités qu'ils ont toujours menées. Vous allez voir que dans le passé, c'était des trafiquants de drogue, des trafiquants d'essence, et ainsi de suite. C'est des gens qui ont toujours vécu en marge de la République. Et aujourd'hui, le fait que les armes circulent plus facilement et que les populations sont assez terrorisées, ils s'en servent pour pouvoir exercer leur basse besogne. Mais à ce que je sache, on n'avait aucune revendication précise qui pourrait permettre d'engager un certain dialogue ou quoi que ce soit avec eux. Ce n'est pas le cas. Bon, on fait face à cela. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des efforts qui sont faits, surtout au niveau de nos forces de défense et de sécurité. Justement, quelle est votre lecture aujourd'hui de cette réponse militaire? On a vu des critiques après Solhan, après bien sûr l'attaque de Solhan, des critiques assez dures sur la réaction des forces armées. Oui. Quelle est la lecture que vous avez de leur action aujourd'hui? Oui, ce sont des critiques que nous estimons légitimes. Autant nous apprécions quand des actes forts sont menés pour assurer les populations, autant aussi quand ces actes manquent, pendant que les populations étaient en droit de s'attendre à ces actes, on se pose des questions. Vous estimez que l'armée n'a pas été à la hauteur pour ce qui concerne Solhan? Pour Solhan, oui, il faut le dire. Il faut le dire, nous n'avons pas été à la hauteur parce qu'on ne peut pas concevoir de mesures de profanes. Peut-être qu'au niveau sécuritaire, ils ont des explications que moi, je ne pourrais pas comprendre. Mais on est en droit de se demander comment est-ce qu'une localité peut être sous attaque pendant toutes ces heures et qu'il n'y ait aucune réaction. Surtout que tout porte à croire que les signaux avaient été donnés qu'une attaque se préparait. Et ce n'est pas seulement Solhan, il y a eu beaucoup d'autres cas aussi dans le passé. On estime qu'effectivement, on n'a jamais connu ce genre de guerre. Nos militaires n'ont jamais été exposés à ce genre de situation. Mais ça fait quand même 5 ans que nous sommes dans cette guerre. Et on estime qu'aujourd'hui, surtout au regard de tous les sacrifices, tous les efforts qui sont consentis, on a le droit de s'attendre à une meilleure réponse de nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est dans ce sens que nous intervenons. Ce n'est pas pour jeter l'anathème aux forces de défense et de sécurité, ce n'est pas pour dire que c'est eux qui sont responsables de tout ce que nous vivons, mais on aimerait voir quand même une amélioration au niveau de leur capacité opérationnelle, leur réactivité pour assurer les populations dans leur zone d'habitation. Une réponse militaire en pleine mutation, si on peut le dire ainsi, parce que Barkhane, les jours de Barkhane sont comptés. En tout cas, c'est ce que le président français a annoncé. Barkhane, bien sûr, l'intervention française demeure, mais elle va prendre une autre forme avec Takuba. Déjà, la fin de Barkhane, comment vous l'accueillez? Comment est-ce que pour vous, c'est une source d'inquiétude? Bon, à chaque fois qu'on va compter sur quelqu'un pour amener la sécurité dans notre pays, on est en tort. Que ce soit les Français, que ce soit les Russes ou qui que ce soit, à chaque fois que votre espoir va être basé sur les épaules de ces personnes-là, vous avez tort. Pourquoi vous allez penser que le Français n'a pas d'inquiétude à envoyer son enfant aller se faire tuer au Mali ou au Niger ou au Burkina et que ces gens-là devraient subir plus que ce que nous on subit? Non, il est important que nous prenions nous-mêmes nos responsabilités. On ne peut pas compter sur ces pays parce que, vous voyez, il suffit qu'ils fassent une déclaration puis on enlève 1000, 2000, 3000 soldats. Et qu'est-ce que cela va advenir? On voit un peu ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan. Les Américains ont décidé de se lever. Et à peine un mois après qu'ils aient quitté, il y a une très bonne partie du territoire qui est tombée sous le contrôle des talibans. Non, notre pays existe, nous sommes un pays souverain. Je ne suis pas contre l'appui qu'on pouvait recevoir, que ce soit de Barkhane ou de qui que ce soit d'autre. C'est tout à fait normal parce que quand même il faut se dire que ce à quoi nous sommes exposés, ce n'est rien de conventionnel dans notre environnement. Les armes qu'ils utilisent pour nous pilonner, ce n'est pas des armes qui viennent de cette zone ici. Donc il y a une responsabilité quelque part au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc qu'ils viennent nous appuyer, on peut le comprendre, mais nous devons nous-mêmes prendre la responsabilité de notre sécurité. Parce que sinon... Les moyens aériens, par exemple, parce que l'explication, c'était que nos moyens aériens ne pouvaient pas voler la nuit. En tout cas, c'est ce que l'ancien ministre de la Sécurité avait laissé entendre. Ça, c'est un problème quand même. Bon, c'est un problème, bien sûr. C'est un problème si on n'est pas encore adapté aux formes de conflit dans lesquelles nous sommes. Déjà 5 années à l'intérieur, c'est un problème. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une attaque nocturne. Et donc aujourd'hui, qu'on mette la responsabilité sur le fait que, mais même si on n'a pas d'appareil qui puisse voler la nuit, mais on n'est pas obligé d'intervenir en hélico. On peut aussi intervenir en voie terrestre comme on est plus habitué à le faire. Et Solhan et ses bases, c'est 14 km.
Donc même si, quand l'alerte a été donnée, même si on n'a pas d'hélico pour réagir, si les soldats au sol s'étaient mobilisés, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu tout ce que nous avons subi comme perte au niveau de soldats. Oui, il faut améliorer nos capacités. Si on peut compter sur eux pour nous appuyer, surtout au niveau du vecteur aérien, aussi au niveau du renseignement et des drones, ainsi de suite, parce que c'est un processus pour renforcer nos capacités à acquérir tout ce matériel. La question de la gouvernance au sein de l'armée, le président l'a reconnu dans son discours après Solhan, quand même de la nécessité de revoir également aujourd'hui, en tout cas, les choses au sein de l'armée. Juste après, il y a eu les concertations la semaine dernière. Le président a rencontré la hiérarchie militaire, les hommes de rang, les sous-officiers. Certains parlent de bisbille au niveau du haut commandement même de l'armée. Ça, quand même, aujourd'hui, on peut estimer que dans ce contexte-là, c'est un gros problème. Oui, ce sont des choses que nous avons appris par voie de presse. Ces questions de bisbille ont été beaucoup relayées dans la presse nationale. Effectivement, nous avons suivi aussi l'intervention du chef de l'État. On trouve du confort dans ses propos. Et nous avons vu aussi qu'il a rencontré les FDS par la suite. On peut juste espérer que de là naissent les décisions les meilleures pour nous permettre de faire face davantage à cela. Il est important que nous fassions bloc. Donc quand nous on entend, déjà on passe du temps à dire qu'il faut améliorer nos rapports entre nous et les forces de défense et de sécurité, mais maintenant si on sait que même entre les forces de défense et de sécurité qu'il y a des problèmes entre eux, là ça devient inquiétant. Donc on peut vraiment espérer que les solutions soient trouvées, parce qu'il faut que nos FDS fassent un bloc pour lutter contre ces terroristes. On ne peut pas se permettre qu'il y ait des divergences entre eux. C'est des débats qui peuvent se tenir du point de vue opérationnel, parce que tout le monde n'a pas forcément fait la même école de guerre. Mais quand même, face à la situation dans laquelle nous sommes, c'est important de fédérer toutes ces forces-là pour que tout aille dans le domaine, dans un élan constructif pour faire face à ces idées terroristes. Aujourd'hui, s'il y a également une question face à laquelle, en tout cas, vous avez plusieurs fois exprimé également votre frustration, c'est la question de la stigmatisation, notamment après Tanwal-Bougou, où en tout cas des individus avaient été interpellés, ont trouvé la mort dans les locaux de la gendarmerie. On a eu Yirgou également. On vous a vu en tout cas assez frustré sur ces questions. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que les choses évoluent dans le bon sens? Bon, c'est difficile. La frustration vient du fait que je me dis que nous sommes une nation. Et nous avons un destin commun en tant que nation. Et il est important d'envoyer les bons signaux. Quand une communauté se sent lésée, c'est important d'envoyer les bons signaux. Ce que nous avons vécu, on n'aurait jamais imaginé qu'on allait vivre ce genre de cas, que ce soit Yirgou ou Tanwal-Bougou et même ailleurs. On n'aurait jamais imaginé qu'on allait subir ce genre de cas. Mais le plus important, c'est la réponse que vous apportez. Ce n'est pas s'attarder sur les faits en eux, mais c'est faire une analyse pour voir quelle est la réponse à apporter à ce genre de faits. Et là où nous restons encore toujours sur notre faim, c'est le côté judiciaire. Parce qu'il faut noter que de tous ces cas qui ont été bien relayés par la presse, il n'y a eu aucune action judiciaire sur ça. Yirgou, à ce que je sache, à moins qu'il y ait eu des arrestations nocturnes et puis qu'on ne nous ait rien dit, personne n'a été jugé pour ce qui s'est passé à Yirgou. C'est quand même inquiétant. Tanwal-Bougou aussi, c'est la même chose. Les faits ont été rapportés quand même de manière assez claire et on s'attendait quand même à ce que l'appareil judiciaire se saisisse de ces dossiers et qu'il travaille, parce que quelque part, la meilleure manière de penser ces plaies, c'est quand même qu'il y ait une justice, rendre justice à toutes ces personnes qui n'ont rien fait pour mériter de passer de vie à trépas. Et c'est des personnes, c'est des Burkinabés comme vous et moi, et du jour au lendemain, voilà. Et ça, on ne peut pas me dire que personne n'est responsable de cela. Mais est-ce que également, parce que certains aussi estiment qu'il y a aussi une forme de déni quand la communauté s'exprime, ou quand les communautés s'expriment, parce que autant, bien sûr, des dérives sont signalées, autant certains estiment que vous êtes dans le déni également de reconnaître peut-être qu'il y a également un problème.
Non, il y a un problème, et c'est un problème national, ce n'est pas un problème ethnique. C'est un problème national. Ceux qui le disent ont tendance à stigmatiser, à coller l'étiquette de terroriste à un groupe précis. Ça, c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, si vous essayez d'identifier le terrorisme sur une base ethnique, vous passez complètement à côté. Donc ça veut dire que vous n'êtes même pas dans une phase de recherche de solutions. Donc il faut quand même que les communautés restent soudées pour pouvoir faire face à cette situation. Plus elles sont soudées, plus c'est difficile pour qui que ce soit, avec quoi que ce soit comme ambition, de venir les diviser pour pouvoir s'asseoir. Parce qu'on a vu dans plusieurs endroits, c'est que ces terroristes ont bénéficié des divisions qu'il y avait au sein des communautés. Mais si l'appareil d'État est là pour protéger toutes les communautés, et je parle aussi de la justice, pour que toutes les communautés se sentent égales, aucune ne se sente lésée, là vous contribuez à renforcer le ciment qui existe, qui a toujours existé dans notre pays. Est-ce qu'à côté de la réponse militaire aujourd'hui, la solution n'est pas également dans la négociation, mais pas dans une négociation d'État, mais dans des négociations au niveau communautaire, comme ce qu'on a vu entre-temps dans les Soum? Oui, on a vu cela dans le Soum, mais les négociations qu'il y a eu dans le Soum, c'était essentiellement des négociations entre communautés, à ce que je sache. Et ce n'est pas forcément le cas partout. Par exemple, aujourd'hui, si vous me dites d'aller négocier avec quelqu'un à Dori, je me dis, mais tout ce que je vois à Dori, c'est des voleurs de bétail, c'est des grands bandits. Je ne vois pas un groupe qui est venu, qui s'est installé et qui a des revendications et que vous pouvez bien identifier pour pouvoir aller discuter, négocier avec eux. Je vois des brigands qui rentrent dans les villages, qui volent des animaux, qui tuent un conseiller, ou un imam ou un leader communautaire, pour effriter davantage la cohésion au niveau du village et qui s'en vont. Ils n'ont aucune revendication. C'est difficile de négocier dans ce genre de cas. Ce qui s'est passé au Soum, il faut très bien l'apprécier, c'est une très bonne chose, dans la mesure où les gens ont trouvé des moyens de se retrouver pour échanger et cela a des effets positifs. Mais pour autant, il faut s'assurer que pour pérenniser cela, il faut que tout l'appareil d'État, autant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la justice, que toutes ces questions-là, quand même, soient aptes à répondre face aux nécessités. Monsieur Diallo, on s'attire vers la fin de cette émission. Il y a eu cette polémique quand même autour de l'achat du véhicule d'un ministre, 96 millions pour payer un véhicule, ce qui a suscité bien sûr beaucoup de réactions, notamment dans l'opinion. Le ministre de la Communication, après un conseil des ministres, a estimé qu'il n'y avait rien d'illégal dans l'opération. Quelle est la lecture que vous en faites? Oui, j'ai suivi l'intervention du ministre qui a estimé que c'était légal. Donc sur ce point, on ne peut rien lui retirer. Mais on a le droit de se poser des questions sur l'opportunité d'effectuer une dépense pareille dans le contexte dans lequel nous sommes. Le problème se trouve là. Le problème se trouve vraiment au niveau de l'opportunité, parce qu'il faut se dire que nous avons quand même des difficultés à faire face à la situation dans laquelle nous sommes. On parle des équipements pour les forces de défense et sécurité, on parle aussi de la prise en charge des déplacés. Nous avons plus d'1 million de déplacés dans notre pays et nous avons 45 000 déplacés dans la commune de Dori. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il y a encore des efforts à faire. Donc les populations sont en droit de se poser des questions quand ils voient ce genre de dépenses, mais c'est pas seulement la défense, c'est la dépense, je veux dire. C'est aussi tout le système, c'est tout notre mode de vie. Le discrédit sur pratiquement toute la gouvernance, parce qu'ici, on peut estimer que c'est quelque chose de périphérique, oui. Mais facilement les gens généralisent. Oui, les gens généralisent quand, à côté de ce cas, ils ont un autre cas et un autre cas, et ainsi de suite. Maintenant, c'est la responsabilité de notre gouvernement de s'assurer que ces cas-là ne foisonnent pas, qu'il n'y ait pas chaque semaine. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand vous prenez les journaux, chaque semaine, on vous entend parler de quelque chose par-ci, par-là, par-ci, par-là. Donc, au niveau de la gouvernance, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et il faut que le gouvernement sévisse davantage. On parle de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, elle ne viendra pas toute seule. Ça prend des mesures assez strictes, assez fermes, et surtout une bonne mise en œuvre
pour améliorer le climat davantage, parce que c'est ce climat aussi qui contribue à renforcer la confiance qu'il y a entre les populations et les autorités. Donc il faut faire attention à certains actes, à certains gestes qu'on pose, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, parce qu'on est dans un climat où on a plus besoin de tous se rassembler, tous se souder, plutôt que pendant que certains sont en train de nous taper dessus, nous aussi on est en train de se poser des questions sur la légitimité de ce que nous sommes en train de faire. Il faut vraiment mettre fin à ces débats le plus vite possible. Monsieur Diallo, ça va être le mot de la fin. En tout cas, merci d'être passé encore sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Madame, Messieurs, je rappelle l'invité ce soir est bien Monsieur Ahmed Aziz Diallo, député maire de Dori. Merci à vous qui nous avez suivis et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.